Voilà, avec père et fils de Mévus, parce que comme l'a souligné Bruno, le sport automobile, c'est vrai que c'est une passion qui se partage, qui se transmet. Et on va en parler ce soir en toute décontraction avec Guillaume, qui est quand même la révélation de l'année avec ce Dakar pour le moins imprévu, puisqu'il a même démarré sans que ce soit, enfin, un peu en last minute, quoi, ton deal pour ce premier Dakar en T1. Oui, effectivement, bonjour à tous, bonsoir à tous. Ce fut un peu, je vais dire, une aventure déjà de démarrer le Dakar pour moi. Je roulais l'année passée dans une catégorie qu'on appelle T3, donc la catégorie, on a vu le buggy, qui était une plus petite voiture. J'avais prévu de faire le Dakar 2024 avec ce même véhicule, c'était mon plan. Et puis, quelques éléments sont venus un peu perturber ça. Et pendant l'été 2023, j'ai eu la chance de pouvoir rêver de passer à la catégorie supérieure, grâce à Jean-Marc Fortin, grâce aussi à pas mal de discussions avec d'autres partenaires. Et j'ai participé au Rallye du Maroc, qui est la dernière épreuve du championnat avant le Paris-Dakar. Et ça s'est très bien passé. Et du coup, à partir du Rallye du Maroc, j'ai pu rêver de participer au Dakar. Mais ça a été assez compliqué de boucler, je vais dire, les budgets. On sait que le sport automobile, c'est souvent une question de budget. Et donc, ça a été en dernière minute qu'on s'est inscrit. On a validé notre participation au Dakar, je pense, fin novembre, pour rouler début janvier. Donc, c'était vraiment... Alors, un rêve qui devient réalité, parce que d'entrée de jeu, première étape, qu'est-ce que tu nous sors là? Tu t'attendais pas à ça, j'imagine. Non, c'était une surprise totale. La première étape, on est parti derrière, parce qu'on a eu un prologue qui détermine les places de départ pour la course. Au prologue, on ne fait pas un très bon chrono. On démarre assez loin. On démarre, je pense, 30e. Et donc, voilà, on prend le début de la course assez calmement. C'était une spéciale très difficile, la première étape. Et on se dit, on va jusqu'au bout. On fait ça bien, comme on sait le faire, avec un nouveau copilote. Et donc, je découvrais aussi mon copilote à ce moment-là. Et on ne s'y attendait pas. Honnêtement, on voyait bien, parce qu'on dépassait des gens au fur et à mesure. Donc, on se disait, ah, ça veut dire que ce qu'on est en train de faire, c'est pas si mauvais. Ça sent bon. Mais on ne savait pas ce que ça allait être à la fin. En rallye raid, c'est pas comme en circuit où on connaît notre position en direct. Il faut attendre l'arrivée pour savoir quelle est notre position. Donc, très bonne surprise. Et quelles ont été les réactions des adversaires et des concurrents en général? Parce que tu arrivais vraiment de la Lune, quelque part. Oui. Ben, ils avaient déjà pu rouler contre moi au Maroc. Oui, bien au sûr. Maroc, j'avais déjà quand même montré un début de performance, je veux dire. Mais c'est vrai qu'après la première journée du Dakar, j'ai eu pas mal d'échanges avec d'autres pilotes qui m'ont dit bien sûr, félicitations. Et puis je pense qu'ils ont commencé à avoir un peu peur de moi, ce qui était bien aussi. C'est bien. Donc tu as été validé comme une star du rallye raid. Alors ça vient d'où, Grégoire, cette passion, cette vocation parce que toi aussi, tu as vraiment tracé ta route en rallye raid. Et je suppose que effectivement tes fils ont bercé là-dedans, ont baigné là-dedans. Mais comme l'a dit Bruno, tu n'as pas couru par procuration à travers eux. C'est vraiment leur choix, leur décision et le fait qu'effectivement la passion a été transmise. C'est toujours un peu... c'est sûr que moi, la génération au-dessus de moi, c'était plutôt... ils étaient quand même un peu casse-cou. Parce qu'il y avait quand même des aviateurs. Donc ça, c'est quand même, moi, personnellement, j'ai plus peur dans un avion que dans une voiture de course. Mais donc, voilà, j'ai démarré un peu par hasard. Je suis allé voir des rallyes par hasard. Et à la base, j'étais plutôt... je faisais des photos, en fait, avant d'avoir mon permis. Et puis, de fil en aiguille, des gens m'ont dit « Ah, mais tu roules bien, tu as l'air de rouler bien, il faut te lancer. » Et puis on s'est lancé. Et donc, moi, c'est vrai que j'avais ma mère qui était plutôt inquiète et plutôt contre. Et donc, j'ai attendu d'avoir 21 ans pour ne pas devoir demander l'autorisation parentale. Je ne voulais pas faire une fausse signature sur les engagements. Donc, j'ai attendu 21 ans. Et en fait, l'anecdote, c'est que chez nous, on avait un système, si on ne fumait pas à 21 ans, on avait une petite voiture. Et donc, je ne fumais pas à 21 ans. Et donc, ma petite voiture, c'est une petite voiture de rallye, évidemment. Et donc,
suite à ça, bon, ça c'est toutes les courses sont suivies. Mais pour revenir à Guillaume, bon, c'est sûr que bon, je pense pas que je les ai poussés, mais bon, c'est sûr ils sont venus aux courses. Ils ont regardé à la télé, surtout le Dakar, parce que c'était la période où ils étaient un peu plus grands. Et comme c'est 15 jours, tous les jours, il y a l'émission Dakar à telle heure, il faut être prêt. Donc c'était vraiment un rituel. Et oui, je crois que ça a dû marquer Guillaume, parce que depuis longtemps, il me dit ça je veux faire, ça je veux faire, ça je veux faire. Bon, il m'avait dit à moto, j'ai dit pas question. Mais bon, j'ai pas le pouvoir de. Maintenant, tu veux faire moto, tu peux. Hein. J'ai pas plus le pouvoir sur lui, mais voilà, ça s'est passé comme ça. Voilà, j'ai jamais dit non. Je voulais qu'ils mordent par eux-mêmes. Parle-nous un peu de cette inspiration, alors Guillaume, dans ton enfance, dans ton adolescence. Ça a pris forme et tu as su que tu voulais faire ça assez vite? Non, pas spécialement. Ça a pris forme, moi je dirais au début, par la passion de la mécanique. J'avais mon grand frère qui roulait, Guilain, qui roulait en quad par exemple, donc il a 6 ans de plus que moi. Donc au début, moi j'ai découvert un peu ça via mon frère. Je le voyais rouler, je me disais ça a l'air chouette de pouvoir rouler. Je faisais un peu de la mécanique et j'aimais bien, ça m'a toujours passionné la mécanique, le côté comprendre qu'est-ce qui se passe derrière tout ça. Et puis, et donc en fait jusqu'à mes, je dirais, 14-15 ans, j'aimais le rouler en moto, rouler en quad, rouler en kart, mais j'étais pas passionné par la compétition. Puis c'est venu, dans ces années-là, c'est venu, et là j'ai commencé à faire un peu des compétitions en quad, en kart. Mon frère m'emmenait rouler en kart ici à Bruxelles, faire des compétitions. Et c'est comme ça que le goût de la compétition a démarré, je veux dire. Et puis après, après ça a augmenté, le rallye, et puis le rallye raid. Et oui, vis-à-vis de mon papa, moi, comme il l'a dit, quand j'ai eu l'âge de comprendre un peu ce qui se passait, il faisait le Paris-Dakar. Donc j'ai des souvenirs d'aller au départ du Paris-Dakar en Espagne. J'ai des souvenirs de regarder la télé tous les soirs et de suivre tous les jours. Donc moi, c'est mes premiers souvenirs au final de mon papa qui fait du sport auto, c'est le Dakar. La partie rallye, je m'en souviens pas vraiment. Et puis comme ton père, tu démarres en rallye classique, c'est-à-dire le volant du RACB National Team, si je me souviens bien, et tu gagnes ce volant, et donc tu démarres par des rallyes traditionnels. Oui, effectivement. Ouais. Donc en 2000, je pense, ça date de 2015, je pense, 2016, je ne sais plus exactement. Je participe au challenge du RACB. Donc ils organisent tous les 4 ans plus ou moins un challenge pour le rallye. Et puis, salut Geoffroy Tenis, qui est là, le oui, responsable du National Team. Tout à fait. Et effectivement, c'est ça qui a vraiment propulsé ma carrière, je dirais, dans le rallye. Avant ça, j'avais fait quelques rallyes en Belgique, un petit peu en France pour m'essayer. Et puis, grâce au RACB, j'ai vraiment propulsé ma carrière, on va dire, professionnelle. J'ai commencé à rouler à de plus en plus haut niveau. J'ai été champion de Belgique avec eux. Puis, on a été en WRC2 avec Citroën Racing. Et ça, c'est vraiment mes 3 années où j'ai pu vraiment évoluer dans un cadre professionnel et pouvoir aller atteindre des performances. Et comment est-ce qu'on bascule alors vers le rallye raid? Pourquoi cette évolution que ton père a connue aussi, Grégoire, à ton époque, toi aussi, tu étais champion de Belgique, tu as fait du championnat du monde, tu étais très performant en rallye au siècle dernier. et puis l'appel du désert est arrivé comment? En fait, je sentais que ma carrière en rallye WRC, je ne voyais plus bien les ouvertures qui allaient dans les teams d'usine. Donc, je regardais comme Guillaume, mais bon, avant lui, le Dakar chaque année en janvier. Et c'est vrai que j'ai toujours été fasciné par cette aventure de traverser un pays sans savoir vraiment où on va. Et donc, à un moment donné, comme d'autres pilotes avant moi, comme Jackie X ou comme... Parce que c'est une grande époque, avec une communauté belge très présente sur le Dakar depuis toujours. Il y a peut-être quelques-uns qui l'ont fait parmi nous. Et Jackie X, évidemment, qui était la locomotive et qui nous a tous entraînés derrière Thierry Sabine dans cette aventure. Et là, évidemment, la RTB était très active, donc il y avait Radio 21, enfin, tout le monde suivait tous les exploits des Belges. Donc je me suis dit à un moment donné, je voyais plus de débouchés dans les rallyes classiques, on va dire, que je me suis dit maintenant je me lance. Et là je me suis lancé comme amateur, avec une voiture d'amateur.
Et ça m'a plu et ça a marché. Et puis j'ai été pris par une équipe Nissan à l'époque. Donc ça s'est assez bien déroulé aussi. Mais j'ai adoré l'atmosphère que j'ai découvert là-bas. Parce que eux, il y en a beaucoup qui font que ces disciplines-là. Mais quand ceux qui font du rallye viennent se mesurer à eux, ils adorent parce que ça crédibilise leur discipline. Et puis nous, on se ramasse un peu des baffes au début parce qu'on ne comprend pas comment ça marche. Et donc, ceux qui sont habitués à la discipline, ça les amuse parce que vous venez du rallye, c'est super. Vous croyez que c'est des courses de camionnettes, comme on disait à l'époque, mais ce n'est pas si facile. On le voit maintenant avec Sébastien Loeb, qui est la superstar et qui finalement n'arrive pas à gagner si facilement. Et heureusement, parce que s'il était venu et qu'il avait gagné la première année, tout le monde a dit ce rallye raid, c'est pour rigoler, je vais en faire une bouchée. Donc ça prouve que c'est une vraie discipline compliquée. Et moi, ça m'a beaucoup plu. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est aussi il y a plus de relations humaines en rallye raid. Parce qu'on a quand même, on passe des soirées ensemble. Quand il y en a un qui est en panne sur la piste, il vaut quand même mieux... Si on a 5 minutes, on peut lui demander si on peut lui donner un petit coup de sangle, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. On est tous des galériens. La galère, c'est pour tout le monde, quoi. Et quand on démarre en amateur, c'est vrai que moi, mon premier Dakar, si je m'arrêtais 10 minutes près d'un gars, ça n'a pas beaucoup d'importance. Après, je pense que comme Guillaume le fait, je crois qu'il ne s'arrête pas 10 minutes pour donner un petit coup de main. Non, ça c'est clair. Alors à l'époque, Grégoire, toi, ta carrière s'arrête en quelque sorte après quelques belles saisons de rallye raid et quelques beaux succès. Elle s'arrête au pied d'une dune, quoi. Tu fais une mauvaise chute, enfin, même une ou deux, je crois. Oui, elle s'arrête à l'entrée d'un hôpital. Donc, effectivement, j'ai eu 2 gros crashs sur mes 7 Dakar. Et le deuxième, en 2005, je me suis dit, bon, c'est bon, j'ai essayé, j'ai vu, mais je savais que le fait d'avoir un dos un peu en compote allait me pénaliser après. Parce qu'une fois qu'on a été blessé dans le dos, on ne sait plus appréhender le désert aussi vite, sans arrière-penser, qu'une chose de dire, il ne faut pas que je me refasse mal. Donc voilà, j'ai eu cette année magnifique. Enfin, magnifique hors accident, mais même les accidents, quelque part, ça fait partie du rallye raid, hein, de la compétition automobile, et j'ai pas de regrets. Alors Guillaume, comment va ton dos? Parce que Très toi bien, aussi, très hein, tu as dégusté. Oui, j'ai fait Pas longtemps, à Abu Dhabi. à Abu Dhabi il y a 2 semaines. Malheureusement, j'ai eu un petit tassement de vertèbre, donc c'est pas encore trop grave. C'est rien de Père et le fils, voilà. grave, mais c'est vrai que ça fait partie des risques. Hein. En sport auto, on prend des risques. J'ai eu la chance d'avoir une carrière avec très peu de blessures au final. Et maintenant, les voitures dans lesquelles on roule sont aussi très très fort sécurisées. Donc maintenant, on se blesse quand même assez rarement. Donc c'est la première fois que je me blesse un peu en course. Mais voilà, c'est rien de grave par rapport à ce que mon papa a eu à l'époque. Et j'en resterai là pour la suite, j'espère. Alors la saison, donc tu as fait ce Dakar qui a démarré sur les chapeaux de roue. Tu termines sur le podium final, comme on l'a dit, entre Carlos Sainz et Sébastien Loeb. C'est quand même assez chic. Toi, tu n'as pas un peu couru avec Carlos Sainz ou avec Loeb à l'époque, Grégoire? Loeb, il arrivait quand j'ai arrêté, donc je l'ai vu et je l'ai battu parce que j'avais une grosse voiture et lui une petite. Donc je peux me dire, Tu as battu Loeb. je l'ai battu, mais pas à armes égales. Et oui, Carlos, oui, mais bon, moi j'ai beaucoup roulé dans des voitures de groupe N, qui est un peu la catégorie juste en dessous. Donc on était ensemble, on faisait les reconnaissances ensemble, on était copains, mais je l'ai jamais empêché d'être champion, ou je l'ai jamais mis des bâtons dans ses roues, malheureusement. Ça doit être amusant de le retrouver quand même avec ton fils sur le podium du Dakar. Tout à fait, et justement, un peu avant l'arrivée, on papotait et on se disait le stress, le bon stress, que ça nous donne d'être spectateur quand il roule. Parce que lui, il va sur tous les grands prix de Formule 1, hein, Carlos Sainz Jr., évidemment. Il va sur les grands prix. Moi, j'ai parfois aux courses de Guillaume. Et donc, il se marrait quelque part en me voyant sur le bord de la piste à regarder ma montre à l'arrivée. Et alors, j'ai eu une anecdote assez marrante avec lui, parce qu'au Maroc, j'étais là, à une arrivée. Et il arrive, je vais vers lui, on papote, et je dis, moi, pensant qu'il allait, avec ses 61 ans, après son passage chez Audi, donc je lui dis, tiens, c'est bientôt
bientôt fini, parce qu'après le Dakar, tu arrêtes. Il était fou furieux, enfin fou furieux. Il me regarde avec des yeux assez fâchés, comme quoi, mais il n'est pas du tout question de m'arrêter. Je n'ai que 61 ans. Et c'est sûr que, comme on a le même âge, je me suis dit, juste, moi, en fait, j'ai peut-être arrêté trop tôt. Et donc, Guillaume, tu as encore du Carlos Sainz devant toi, en perspective. Alors, ton programme, donc après ce Dakar, qui t'a vraiment mis sur orbite maintenant, et y compris d'ailleurs médiatiquement, hein, parce que tu sens la différence, je suppose, en termes de popularité, de notoriété, de visibilité. Et puis, donc, il y a eu Abu Dhabi. Et c'est quoi le programme, le championnat? Le programme, c'est déjà d'essayer de faire le championnat. Ce n'était pas prévu de base. Comme j'ai expliqué au début, le Dakar, c'était déjà en dernière minute. On a réussi à aller à Abu Dhabi. Là, normalement, on ira au Portugal. C'est la prochaine course dans 2 semaines et demie. Et donc voilà, l'objectif va être de faire tout le championnat. Donc il y a encore 3 courses. Il y a la course au Portugal, une course en Argentine et puis une course au Maroc en fin d'année. Et voilà, c'est sûr que dans le championnat, je suis assez bien mis au niveau des points, puisque j'ai marqué pas mal de points à Dakar. Et l'objectif maintenant, ça va être de faire un résultat au championnat, ce qui n'était pas prévu de base, et ce que je vais essayer d'accomplir, de pouvoir, je vais je vais essayer d'aller à toutes les courses, ce qui n'est pas prévu et ce qui n'est pas encore confirmé. Alors, cette équipe Overdrive, avec le Toyota Hilux que vous avez vu devant la porte, mais pas seulement, c'est aussi une histoire incroyable, Grégoire, parce que tu es à l'origine, à l'initiative de la création de cette entreprise, qui était au départ une PME, enfin une petite entreprise, c'est devenu une très moyenne, sérieusement moyenne entreprise, avec Jean-Marc Fortin, qui malheureusement n'a pas pu être parmi nous ce soir, mais c'est aussi une histoire qui a démarré dans un habitacle de voitures de rallye. En fait, donc, suite à mon accident en 2005, je me suis dit, bon, maintenant, j'arrête. J'arrête. Et donc, Jean-Marc, avec qui j'étais mon copilote en rallye, démarrait en rallye raid et avait fait avec son pilote polonais qui s'appelle Olovic, qui avait un gros partenaire polonais. Il avait déjà fait 2 équipes dans lesquelles il n'était pas content. Et donc, moi, j'étais un peu entre deux. Donc, il m'a appelé en disant, voilà, j'ai déjà un client avec un budget pour faire le championnat. Est-ce qu'on ne démarrerait pas une équipe à 2 avec 2 voitures? Et c'est vrai que si on a déjà un client sérieux, c'est déjà la moitié du travail pour une équipe. Et donc, effectivement, dans l'année 2006, on a commencé à chercher les voitures, l'atelier et tout, pour participer au Dakar 2007. Et puis, de là, ça n'a pas arrêté. Moi, j'ai fait 3 Dakar avec eux. Et puis, à un moment donné, voilà, je trouvais que ça me prenait trop de temps. Donc, Jean-Marc, qui n'a pas des beaux enfants comme ça, qui a plus de temps, et il a continué de son côté avec le succès qu'on connaît. Et maintenant, c'est vrai que c'est devenu le plus gros team du Rallye Raid. Oui, c'est devenu une très belle structure avec Toyota comme partenaire, avec beaucoup de bons pilotes, avec un palmarès assez exceptionnel. Comment est-ce que toi, tu débarques là-dedans? Tu es le fils à papa ou bien ça n'a rien à voir? Non, ça n'a rien à voir. Alors, Jean-Marc, je le connaissais depuis que j'étais jeune aussi, Bien puisque sûr, j'ai croisé Jean-Marc. Non, bien sûr, mais j'ai croisé Jean-Marc à différents moments de ma vie quand j'étais plus jeune, en rallye. Il vient du Condro, enfin de oui, du coup au rallye du Condro. Souvent, je pense que c'est là que j'ai dû le voir pour la première fois. Il venait voir le rallye. Et voilà, donc la relation avec Jean-Marc, je l'avais déjà, je vais dire. Et c'est en fait même Jean-Marc qui m'a poussé un peu, enfin pas poussé, mais c'est lui qui m'a dit un jour, viens voir le rallye raid un peu plus sérieusement. J'avais fait quelques courses avec mon frère en Baja, donc c'est les courses de rallye raid mais plus courtes, parce que Guilain en fait a commencé avant moi le rallye raid. Puis moi j'ai un peu rejoint pour voir ce que c'était. Et en fait un jour Jean-Marc m'a dit, mais viens sérieusement dans le rallye raid, viens voir ce que c'est. C'était lui qui faisait rouler les petits buggy qu'on a vus au début. C'est lui qui les faisait rouler à l'époque. Et du coup, il m'a dit, viens essayer ça. Et en fait, assez rapidement, mes premières courses en rallye raid étaient déjà chez Overdrive avec Jean-Marc. Puis je me suis un peu écarté, j'ai roulé un peu ailleurs. Et puis je suis revenu pour le Toyota. Parce que l'opportunité s'est présentée, quoi, comme tu l'as raconté. Voilà, exactement. Et en fait, l'histoire, quand je disais l'année passée, dans l'été 2023, j'ai eu des discussions avec Jean-Marc. Jean-Marc m'a dit, OK, il y a Nasser Alatia qui était chez eux qui part. Et donc, en fait, tout a démarré de là. Et c'est en final avec Jean-Marc que les discussions ont commencé. Et puis après, oui, c'est une belle histoire. Parce que moi, j'ai des souvenirs d'aller dans les ateliers d'Overdrive quand j'avais, à mon avis, 12-13 ans.
et j'allais dans les ateliers avec ou bien chipoter pour les embêter sûrement, ou bien enfin, voilà, j'ai des souvenirs dans l'atelier de Overdrive au début de la création. C'était à Jean Blou, c'était les premiers ateliers et j'en garde des souvenirs. Et j'ai maintenant des mécaniciens qui travaillaient sur mes voitures pendant le Dakar, sur ma voiture pendant le Dakar, qui étaient déjà là à cette époque, qui m'ont croisé tout petit. C'est vraiment une belle aventure, à la fois familiale et sportive, avec Jean-Marc Fortin, qui est un pilier de l'histoire, puisqu'effectivement, maintenant, tu cours dans cette même structure. Alors, le rallye et le rallye raid, c'est vraiment le b.a.-ba, le fil rouge dans votre famille, au point d'avoir créé aussi une structure à vous, le G Rally Team. Pourquoi G? Parce que chez Demévus, tous les prénoms commencent par G, si j'ai bien compris. Oui, c'est un peu une tradition de famille, mais que j'ai dit à mes enfants d'arrêter. Parce que donc, mon père s'appelait G aussi, Guillain. Donc voilà, j'ai suivi sans savoir pourquoi. Et maintenant, c'est bien. C'est qu'il y a d'autres familles comme ça. C'est qu'il y a d'autres familles comme ça. Chez Coulthard, par exemple, David Coulthard, le père, le frère, son fils, c'est tous des prénoms en D. Et donc voilà, c'est des traditions qui existent ailleurs. Mais bon, donc, dans ce cas-ci, j'aurais déjà dit, si vous avez des garçons, surtout cherchez d'autres prénoms. Et donc oui, c'est sûr que je crois que c'est Guillain qui a eu l'idée d'appeler le team G-Rally Team. Et puis Guillaume a repris plus le flambeau de ce team-là. Et c'est un clin d'œil, c'est très bien. Et est-ce que tu cours encore un peu en rallye historique, Grégoire, avec cette structure G-Rally Team? Donc moi, je suis client du G-Rally Team. Non, c'est sûr que moi, quand j'ai arrêté, pendant quelques années, ça m'a vraiment manqué. Pendant 5 ans, je n'ai pas touché le volant d'une voiture de course. Enfin, si, parfois, j'allais faire un petit essai pour les voitures du Dakar, mais très peu. Et puis, grâce à Jean-Pierre Mondron, qui m'a dit « Viens voir ma Porsche historique », je suis allé et c'est vrai qu'il m'a laissé essayer et je suis retombé dedans, en fait. Mais la grosse différence en historique, c'est qu'on devient des gentleman drivers. Donc, on roule avec ses propres voitures. Donc, déjà, on n'a pas envie de les casser. Et donc, c'est une autre philosophie. On n'a plus d'ambition comme avant, où le résultat est très important. Et on retrouve les camarades de l'époque. Et j'adore. C'est vraiment une bonne... L'addiction est toujours là. C'est vrai que c'est une passion qui ne s'éteint pas. L'addiction est là. Après, il y a un peu de frustration parce que je sens que je vais moins vite qu'avant. Et je suis plus prudent qu'avant, ce qui est pas mal aussi. Mais donc, dans les chronos, parfois, on est un peu déçu parce qu'on sait qu'avant, on était capable de faire mieux. Mais comme on est tous en train de vieillir en même temps, mes concurrents me disent la même chose. Hein, dans ce virage, machin, t'as levé? Ben oui. Donc, comme je sais que les autres ralentissent, finalement, le résultat est le même. Vous. Mais bon, en tout cas, tu t'amuses bien et c'est l'essentiel. Guillaume, tu vas parfois aux nouvelles. Il y a ton frère aussi, évidemment, qui s'occupe de ses voitures ou qui roule lui-même avec beaucoup de brio, parce qu'il a aussi été un très bon pilote de rallye, Guillain. Ça t'amuse d'aller voir les légendes, entre guillemets? Oui, je les suis beaucoup, je les suis tous les deux. Comme on a dit, il y a la structure du G-Rally Team, qui est à la base une structure familiale, donc où il y avait les voitures de Guillain et les voitures de mon papa. Moi, j'en ai fait une partie un peu annexe avec une partie commerciale où on loue et on vend des voitures. Mais donc oui, je les suis tous les jours et au final, c'est notre métier. Enfin, moi, c'est mon métier de tous les jours. Je suis à l'atelier, je vois les voitures, je vois les mécanos, je sais les courses qu'ils préparent et je suis ça toujours avec grand intérêt. Mon frère roule maintenant aussi avec les véhicules qu'on prépare dans le rallye raid. Donc, il a été vice-champion l'année passée, championnat d'Europe des Bajas. Il reroule cette année avec nous. Donc, ça reste une chouette passion qu'on partage et c'est un vrai plaisir de pouvoir partager ça à 3. Et donc, le soir, au dîner familial, on parle plutôt bagnole ou bien on se distrait parfois? Il y a une anecdote entre les deux frères. Je ne sais pas si Guillain est là. Mais Guillaume a dit mon pire client, c'est mon frère. Il est exigeant. Il est assez exigeant. Il n'a pas peur de me le dire puisqu'on est frères. Et moi, j'ai pas peur de répondre puisque c'est pas juste un client. Mais c'est vrai que c'est mon client le plus compliqué que j'ai pour l'instant. Bon, eh bien, voilà qui vous donne une petite idée des activités, de l'histoire, de l'historique, disons, et des liens familiaux et passionnels entre
entre les deux Mévus, puisque Guilain aussi, évidemment, comme son prénom commence par G, il est homologué. Et je vous propose maintenant de passer une seconde partie de cette petite conférence, en l'occurrence en étant un peu plus interactif. Donc, on va passer aux questions-réponses, comme le veut la tradition. Nous avons des micros qui vont circuler parmi vous. Tout d'abord, mes félicitations. Vraiment, en tant que sportif, je comprends d'aimer son sport, mais de réaliser un exploit. Et je voulais juste vous demander, que représente comme ça pour le Paris-Dakar? Vous venez de faire un budget pour participer. Alors les budgets, ça varie, il y a plein de disciplines, il y a plein de catégories évidemment. C'est sûr que c'est des gros budgets. Ici, le Dakar, par exemple, avec ce véhicule-là, on est aux alentours des 600 000 € pour pouvoir participer. Donc 650 000 €. Donc c'est vrai, c'est des budgets pas toujours faciles à trouver. Et ça reste une grande partie de mon quotidien, je veux dire, de tous les quotidiens des pilotes de sport auto, c'est de trouver des budgets. Mais oui, c'est dans ces alentours-là. Oui, je comprends tout à fait. Mais alors, comment, pour les jeunes, pour les futurs pilotes que vous êtes le nouveau, mais pour les jeunes alors, comment arriver comme vous, s'il n'y a pas une structure familiale, de la famille G par exemple? Moi, je suis arrivé où je suis arrivé, pas parce qu'il y avait la famille derrière moi. Il y a eu, comme on a expliqué au début, la Fédération belge de sport auto qui organise chaque année des concours pour révéler des jeunes et pouvoir aider des jeunes à monter. Moi, c'est grâce à ça, au final, que j'ai évolué dans le sport automobile. Donc, c'est sûr que j'ai eu la passion qui est venue de mon papa, qui est venue de la famille. Après, c'est pas spécialement parce qu'on a une famille avec de l'argent derrière qu'on réussit dans le sport auto. Et il y a plein de filiales qui permettent de grimper dans les échelons et des sponsors qui aident là-dedans. Donc moi, au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas besoin spécialement d'avoir de l'aide de la famille pour pouvoir faire mon sport via mes partenaires. Je fais mes championnats et mes courses grâce à des partenaires. Et donc voilà, donc il y a pas mal de possibilités pour réussir dans le sport auto. Et comme l'a dit Bruno, c'est du travail, beaucoup de travail, de la passion et du talent. Effectivement. En tout cas, bravo à tous. Merci. Magnifique. On avait dit pas question d'argent entre nous. René, je vois que tu as abordé tout de suite le sujet qui fâche. Ça n'est pas bien. Je suis désolé. Bonsoir Guillaume. Bon, on a un peu travaillé ensemble et je pense que tout le monde ici est conscient de l'importance du mental dans tous les sports moteurs. Alors quand on connaît cette importance dans une course de quelques heures, est-ce que tu as dû recevoir une préparation mentale pour affronter une course comme le Dakar de presque 2 semaines et dans des conditions qu'on connaît? Oui, effectivement, le mental, c'est hyper important, surtout au Paris-Dakar, qui est vraiment une endurance. Donc, il faut garder son cerveau, je vais dire, frais. Et oui, j'ai suivi des entraînements et j'ai eu des coachs mentaux. Après, je pense qu'aussi avec l'expérience des années que j'ai eues dans le sport auto, il y a beaucoup de choses qui viennent avec l'expérience et des conseils d'autres pilotes et des conseils de la famille, etc. Donc, il y a de la préparation mentale, sportive, qui est hyper importante. Et puis après, je pense que surtout en rallye raid, l'expérience amène beaucoup et nous permet d'apprendre à gérer, je vais dire, jour par jour, la course. Une petite question. À quand un rallye raid père et fils? Dakar père et fils ou même Dakar, les 3G du G-Rally Team? Jamais. Non, moi, honnêtement, partir qu'un jour, je le ferai plus parce que je sais que j'ai quand même un dos un petit peu raccommodé, donc je ne vais pas le faire. Mais on a déjà fait une Baja de 5 jours il y a 2-3 ans ensemble, chacun dans sa catégorie. Cette année, je referai bien une petite Baja de 2 jours, donc ça va sûrement se remettre. Mais le Dakar, non. Je crois que et je pense que Guilain, lui, les dunes, apparemment, d'après ce que j'ai compris, c'est pas, enfin, il n'a jamais essayé les dunes. Donc là, pour l'instant, c'est Guillaume, le fer de lance de la famille. Il y a 3G, il y a 1G, 2G, 3G. Et le Dakar classique avec les voitures d'époque, ça ne te tente pas, Grégoire, avec les copains de l'époque d'ailleurs? Oui, mais je trouve que voilà, c'est quand même partir 15 jours. Les voitures sont anciennes et c'est un Dakar classique, c'est avec des moyennes. Donc on doit rouler, puis on est dans un grand désert tout plat et qu'on est à la bonne moyenne, donc on va rouler à 80 à l'heure et on reste à 80 à l'heure, c'est le Dakar avec la régularité, ça s'appelle. Et en fait, oui, je crois que la régularité,
ça fait bizarre d'être à 80 à l'heure là où on peut être à 160. Donc voilà, j'ai pas encore switché. Il y a moins d'adrénaline. Voilà. C'est ça. Une autre. Quel est le rôle du copilote? Ah ouais. Comment est-ce qu'on devient copilote? Très bonne question. Le rôle de copilote est particulièrement en rallye raid, parce que les copilotes de rallye raid et les copilotes de rallye ont deux fonctions assez différentes. En rallye, on va reconnaître les spéciales, donc on passe à l'avance, on va voir à quoi ressemblent toutes nos étapes et on prend des notes. Et le rôle du copilote en rallye, c'est vraiment de pouvoir répéter les notes avec un rythme, il y a d'autres difficultés, mais c'est pouvoir répéter les notes au pilote pour qu'on puisse connaître chaque virage, passer chaque virage le plus vite possible. Et après, en rallye raid, là, c'est vraiment un navigateur qu'on a à notre droite, puisque dans le désert, nous, on n'est pas passé à l'avance, on ne peut pas faire toute la course à l'avance. Et on a des roadbooks où on a vraiment de la navigation, on doit trouver notre chemin. Et du coup, le rôle du copilote en rallye raid, c'est vraiment de pouvoir naviguer à travers les dunes, à travers les déserts et tous les chemins qu'on doit pouvoir prendre. Donc voilà, ça c'est vraiment le rôle du copilote. Et après, comment on devient un copilote? Je pense que c'est un peu comme un pilote. Il y a des jeunes qui rêvent de devenir copilote et de pouvoir être à droite dans une voiture de course. Et c'est souvent d'ailleurs les meilleurs copilotes sont ceux qui ont rêvé de ça, jeunes. Et voilà, on le devient en allant aux courses, en parlant de soi, comme en tant que pilote, on se renseigne, on prend les contacts et on essaye de développer sa carrière. C'est aussi un métier qui a beaucoup évolué, copilote, où la navigation sur ces rallye raids, Grégoire, toi tu as connu ça au siècle dernier, de nouveau, sans vouloir forcer le trait. Et à l'époque, c'est vrai qu'on était beaucoup moins professionnels. Et voilà, il n'y avait pas non plus de GPS. On a connu les premiers Dakar avec le roadbook et la boussole, quoi. Ça, c'est toi, Pierre. Oui, c'est vrai. Non, moi, quand je suis arrivé au Dakar, il y avait déjà des GPS. Okay. Et c'est vrai que après, l'organisateur, en fonction de la difficulté qu'il veut rendre, comme le GPS appartient à l'organisateur, c'est lui qui décide de ce qu'il met dedans, de combien de points GPS ils mettent, la difficulté pour les trouver. Et maintenant, je pense qu'ils augmentent cette difficulté, où ils roulent vraiment, et ils n'ont pas de flèche, pas d'indication, jusque quand ils arrivent à 200 mètres ou 300 mètres du point. À ce moment-là, le GPS s'allume. Donc ça reste, c'est pas un GPS comme on peut avoir dans un bateau où on met la destination finale. Donc ici, c'est un GPS qui rentre en action à quelques endroits dans la spéciale. Et si on ne trouve pas son point GPS, à ce moment-là, on doit carrément faire demi-tour. Et donc, ça fait partie de toute la subtilité de ce sport, de ne pas s'énerver quand on ne trouve pas le point, de ne pas engueuler son copilote parce qu'il va perdre ses moyens, et de dire, OK, on a un problème, il nous manque un point. Si on le loupe, ce point-là, c'est un quart d'heure de pénalité. Donc, c'est vrai qu'après un quart d'heure, si on ne le trouve pas, il vaut mieux repartir, pas passer une heure sur un point qui ne pénalise pas. Donc, il y a plein de stratégies là-dessus. On l'a vu encore au Dakar. Loeb, à un moment donné, a fait exprès de ne pas prendre son point GPS pour avoir une pénalité, pour partir derrière le lendemain. Donc voilà, ça devient aussi de la stratégie. Mais bon, de ton époque, il n'y avait pas de GPS, il y avait les hélicoptères d'organisation qui faisaient, des mouvements comme ça pour... qui nous rabattaient dans le droit chemin. Les concurrents. Guillaume, tu as démarré le Paris-Dakar avec un nouveau copilote. Et donc, est-ce que l'autre, il est parti sans te prévenir? Et ensuite, comment est-ce qu'on arrive à s'adapter à un projet aussi important que le Paris-Dakar en ayant un tout nouveau copilote qu'on n'a jamais rencontré? C'était pas facile, ça n'a pas été facile. C'est sûr que, comme tu le dis, j'ai eu donc juste avant le Dakar, quand je ne savais pas si j'allais partir, pas partir, etc. Mon autre copilote me dit bon, moi j'ai d'autres opportunités, j'y vais. Donc je me suis retrouvé au mois de novembre sans copilote. Et là, de nouveau, c'est les bouches à oreille, on se connaît tous un peu dans le milieu. Donc j'ai réussi à trouver un copilote qui était libre, qui parlait français, qui avait de l'expérience en dernière minute. Donc déjà là, j'ai eu de la chance. Et j'étais déjà content d'avoir trouvé ça, entre guillemets. Donc après l'adaptation, elle s'est fait, je vais dire, de jour en jour. On a un peu des bases sur lesquelles on peut discuter à l'avance en disant « Ok, moi j'aime bien qu'on dise ça, moi j'aime bien qu'on dise ça ». Et donc, on a pu déjà travailler sur du papier, assis à une table, comment on voulait travailler ensemble.
Et après, on a découvert la première spéciale, que ça fonctionnait bien, puisqu'on a gagné la première spéciale. Donc voilà, on était directement bien connectés, je vais dire, dès le début. Et avec cette victoire de première spéciale, ben, on était en confiance pour la suite. Ça nous a beaucoup aidé. Mais c'est jamais facile. Et pendant toute la course, on a dû adapter, évoluer nos façons de communiquer entre nous. Donc c'était pas facile. Et comment ça se passe la cohabitation dans un habitacle quand même très, très restreint, hein. Il ne faut pas être claustrophobe. Vous avez vu la voiture devant la porte. Ça dure quand même 15 jours, donc avec des heures et des heures et des heures de piste par jour. Donc il y a forcément des tensions, il y a forcément parfois des moments d'émotion un peu plus difficiles à gérer. Oui, mais je pense qu'on me l'a souvent dit déjà à l'époque du rallye, un copilote et un pilote, c'est un peu comme un couple. Ça se gère un peu comme un couple, c'est-à-dire qu'on passe beaucoup de temps ensemble, on est très proches, on dort dans les mêmes... Nous, on dort en camping-car pendant le rallye raid, pas Paris-Dakar. Donc on est dans un endroit encore plus restreint le soir, à dormir dans 2 lits d'un côté de l'autre. Donc c'est sûr qu'on passe beaucoup de temps ensemble et c'est très important avec son copilote d'avoir une bonne relation humaine avant d'avoir, je veux dire, la qualité du travail qu'il y a derrière. C'est hyper important, bien sûr, d'avoir la qualité de travail, mais l'humain est hyper essentiel parce que si on commence à s'engueuler au milieu des dunes, ben, après, ça ne marche plus. Il y a intérêt à bien s'entendre, c'est comme dans un couple, tu as raison. On vous écoute. Vous aviez dit que vous étiez intéressé au début par la mécanique. Donc je voulais voir si, par exemple, ça vous aidait quand vous étiez une petite panne ou l'autre, ou au problème technique au milieu du désert, ou si ce temps-là est fini, parce qu'à l'époque, je pense qu'ils faisaient tous la mécanique, même le soir eux-mêmes. Est-ce que ça vous sert encore ou plus du tout? Non, ça me sert encore. C'est encore très important au Paris-Dakar particulièrement, même en rallye raid en règle générale. Mais bon, le Paris-Dakar qui est très long, c'est hyper utile. On a aussi des journées marathon où on ne voit pas l'équipe le soir. Donc, ces journées-là, c'est hyper important de pouvoir mécaniquer si nécessaire. Alors, on essaye d'éviter, on essaye de ne pas devoir toucher la voiture. Mais moi, cette année, par exemple, j'ai eu une journée où on a cassé un cardan. Donc, on a un cardan dans la voiture. On a dû changer nous-mêmes le cardan au milieu des dunes avec les outils qu'on avait dans la voiture. Donc, on fait des entraînements pour ça. On va à l'atelier à l'avance chez Overdrive pour s'entraîner. Donc, oui, ça reste, c'est un atout et c'est important d'être bon mécanicien. Bonsoir. Je voulais vous demander comment c'est pour vous, en tant que pilote, de conduire dans les dunes. Parce que nous, quand on regarde le Dakar, c'est surtout les dunes qui nous attirent, je pense, et de voir les voitures conduire à toute allure dans les dunes. Donc, est-ce qu'il y a des techniques particulières? Est-ce que c'est des frissons? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous pourrez nous donner une idée de commencer de conduire dans les dunes à toute vitesse? Mais premièrement, je pense que les dunes, l'appréhension des dunes a beaucoup évolué entre les voitures que mon papa conduisait et mes voitures dans lesquelles moi j'ai pu découvrir les dunes. Très bien, mes voitures. C'est très bien, c'était plus compliqué avant. C'était beaucoup plus stressant avant d'aller dans les dunes avec des 4x4 de 2 tonnes, mais pas du tout comme vous avez pu voir le pick-up qu'il y a devant ici. Les voitures dans lesquelles moi je roule, c'est des voitures extraordinairement développées en suspension, des grands pneus, des grandes roues. Et donc ça nous rend la vie un peu plus facile dans les dunes. Bon, du coup, on roule plus vite, donc on prend plus de risques. Mais par contre, l'appréhension des dunes, je me souviens que mes premières fois dans les dunes, j'avais souvent entendu que c'était très difficile, qu'il fallait des fois même s'arrêter, dégonfler les pneus. Donc on préférait à l'époque perdre du temps pendant 5 minutes, dégonfler tous les pneus de la voiture pour être sûr de passer le cordon de dune. Ça, nous, de notre époque, on n'a plus à devoir penser à ça. Les voitures maintenant ont vraiment des capacités de franchissement impressionnantes. Et après, c'est le feeling au moment où on est dans les dunes, ça c'est un feeling assez incroyable, c'est un peu comme surfer. Au début, on galère. Mes premières dunes, moi j'étais malade, je roulais tout droit, donc il n'y avait aucun plaisir parce que je ne comprenais pas comment rouler dans la dune, rouler dans le sable. Et puis après, on apprend et c'est un peu comme du surf, il faut trouver là où il y a du sable un peu plus dur, comme ça on a plus de traction. Et on roule dans les dunes, en fait on ne roule jamais tout droit, on roule toujours un petit peu en zigzagant. Et après, quand même, dernière anecdote, quand je disais qu'au début c'était difficile, avec les voitures, avec la vitesse à laquelle on roule maintenant, on a tous le problème des pilotes actuels, on est malade dans les dunes, donc on a beaucoup de problèmes. Encore ce Dakar-ci, on l'a vu, moi j'étais malade, d'autres pilotes ont été malades, donc en fait maintenant on va tellement vite à faire ce mouvement-là et aller en haut et en bas qu'on a le mal de mer comme sur un bateau. Et donc on prend des petits médicaments contre le mal de mer parce que beaucoup de pilotes et de copilotes ont le mal de mer dans les voitures modernes. Et dans les montagnes russes. Est-ce qu'on se plante encore, on s'ensable encore comme à notre époque?
Oui, c'est encore faisable. Enfin, je veux dire, bien sûr, c'est faisable. On sort les pelles et on... Et même cette année, on a vu Nasser Al-Attiyah s'ensabler, Carlos Sainz s'est ensablé, Loeb s'est ensablé. Moi, j'ai eu la chance de ne pas m'ensabler. J'ai failli plusieurs fois, mais je ne me suis pas ensablé. Donc oui, c'est toujours possible, parce qu'on prend plus en plus de risques, évidemment. Avant, quand on voyait une grande dune avec les anciennes voitures, on devait contourner les grandes dunes. Maintenant, nous, on suit les traces des motos, ce qui ne se faisait pas à l'époque. À l'époque, les motos roulaient plus ou moins tout droit dans les dunes, et les voitures devaient trouver un autre chemin. Nous, maintenant, on peut vraiment essayer de suivre les traces des motos, donc on prend plus de risques, et du coup, on s'ensable encore quand même. À mon époque, la course se jouait parfois au nombre d'ensablements des autres, et on voit maintenant, ce n'est plus du tout le cas. Vous passez tous à toute vitesse dans ces dunes, c'est une autre catégorie. Oui, et pour se désensabler aussi, on a des avantages qu'ils n'avaient pas à l'époque. Sur les voitures, on a des vérins hydrauliques qui sont automatiques. On a un petit bouton dans la voiture. Donc on peut lever la voiture au milieu des dunes sans même sortir de la voiture. Donc quand on est ensablé, nous, des fois, si c'est un petit ensablement, on n'a même pas besoin de sortir de la voiture. Donc toutes ces technologies-là ont fait que c'est moins... Se désensable tout seul. Voilà. C'est beau. Encore une dernière ou une avant-dernière? Il y en a une ici. J'ai beaucoup d'admiration pour toi, Guillaume, sur le fait que je trouve que tu es un pilote complet. Moi, j'avais une question portée sur l'avenir. Je pense que l'être humain a cette capacité de pouvoir rêver. Et il y a deux questions en une, à savoir, quel est ton rêve ici dans la création d'un programme à court, moyen, long terme, avec des opportunités qui peuvent s'ouvrir grâce à ce que tu viens de faire? Et s'il n'y avait pas de sport automobile, ce serait quoi ton rêve? Très bonne question. Premièrement, oui, rêver, c'est important. Je suis tout à fait d'accord. Moi, j'ai rêvé pendant des années et je rêve encore de plein de choses maintenant, même si j'ai accompli, c'est sûr, une belle chose ici au Dakar. J'ai encore beaucoup de rêves que je veux réaliser dans ma vie. Et c'est sûr que par rapport à ma carrière sportive de pilote automobile, mon prochain rêve, je veux dire, c'est d'être pilote officiel. Ce qu'on appelle un pilote officiel, un pilote d'usine, d'avoir une marque qui nous soutient, d'avoir une marque qui nous paye. Ça, moi, c'est vraiment mon prochain rêve et mon prochain but à atteindre. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai toujours été pilote. Alors, j'ai eu des bons partenaires qui m'ont suivi. Ici, je vois Red Bull ou d'autres auparavant, ou le RACB National Team qui m'a aidé à faire beaucoup de choses déjà. Mais on n'est pas encore des pilotes payés à ce moment-là. On est semi-professionnel, je vais dire. Et on arrive à rouler en dépensant 0 €. Moi, évidemment, le prochain objectif, c'est de pouvoir enfin être considéré et avoir ce titre de pilote officiel, pilote usine. Donc voilà, ça je dirais qu'à moyen long terme, c'est vraiment mon objectif. Et après, si il n'y avait pas le sport auto dans ma vie, c'est une très bonne question. J'aime beaucoup la cuisine, j'aurais peut-être été chef cuisinier ou mécanicien. J'ai toujours été très manuel. En tout cas, j'aurais eu un métier avec mes mains, ça c'est sûr. Bravo. Guillaume, Une dernière. 2024 presque terminé. 2025, Rallye 2025. On sait qu'Audi arrête. Il y a un programme Ford, il y a un programme Dacia. Sainz va chez Ford, Loeb va chez Dacia. Quand on termine deuxième, on est sûrement approché par les usines. Où est-ce que tu en es? J'en suis toujours en termes de discussion, je veux dire. J'ai pu discuter avec différents constructeurs. Il n'y a rien de confirmé. C'est toujours un peu compliqué. Ici, les programmes de Ford, Dacia ont été discutés évidemment en amont du Dakar. Donc il y avait déjà beaucoup de décisions qui ont été prises par ces usines avant d'avoir le résultat du Dakar de cette année. Donc je suis arrivé un peu trop tard pour certaines décisions, comme chez Dacia où malheureusement tous les sièges sont déjà pris. Après oui, des discussions, j'en ai eu grâce à mon résultat, j'ai eu des portes qui se sont ouvertes, ou en tout cas j'ai été poussé des portes et j'ai pu discuter avec les gens, ce que je ne pouvais pas faire avant. Et donc voilà, il n'y a encore malheureusement rien à annoncer. J'espère que j'aurai quelque chose à annoncer dans le futur, mais pour l'instant j'en suis qu'au stade de discussion. On a d'air. Oui, merci. Alors, Rallye Raid, Paris-Dakar ou Dakar tout court, c'était surtout connu pour la cohabitation de différents concurrents sous forme de véhicules, camions, motos, voitures, quads. Comment ça se passe, la cohabitation? C'est possible? Comment vous faites pratiquement? Oui, c'est effectivement un des gros points forts. Et comme l'a dit mon papa précédemment, le Rallye Raid est beaucoup plus familial, je veux dire, comme esprit par rapport au rallye. Après, toutes les catégories ont quand même eu un élan dans le professionnalisme. Donc le Rallye Raid aussi devient de plus en plus professionnel, de plus en plus grand. Donc pendant la course, on a un peu moins le temps
qu'avant, je pense, de discuter entre nous. Mais ça reste quand même les bivouacs quand on est au milieu du désert. Ok, on est quand même 3000 ou 4000 personnes dans un énorme bivouac qui s'organise au milieu du désert. Donc ça reste beaucoup de gens, mais par contre, on a l'occasion de toujours parler un peu avec tous les différents pilotes de différentes disciplines. Donc ça reste une cohabitation hyper sympa et l'esprit du Dakar reste hyper axé sur l'humain, axé sur l'entraide. Comme l'a dit mon papa, moi cette année j'ai fait une très bonne course, donc j'ai pas dû m'arrêter et je me suis pas arrêté pour aider d'autres gens. Mais dans mes années précédentes, j'ai eu des problèmes. Et donc une fois qu'on a des problèmes, on prend le temps d'aider les autres parce qu'on n'est plus à 10 minutes près dans la compétition. Et j'ai été aidé par les camions, par exemple, les camions qui nous sortent des spéciales une fois qu'on est en panne. Donc voilà, c'est une entraide qui existe encore et qui est hyper importante et que l'organisateur du Dakar et l'organisation ASO essaient de garder. Cette année, ils ont fait par exemple une nouveauté qui était vraiment, moi j'ai adoré. On a eu une journée où on a dormi dans les dunes. Donc c'était une étape, ils ont appelé ça 48 heures. Donc le chrono s'arrêtait après 2 jours. Et après la première journée, on devait s'arrêter là où on était, plus ou moins. C'était quand même organisé. Donc on se retrouvait dans des mini-bivouacs avec entre 5 et 20 voitures à dormir en tente. On n'avait rien avec nous, quoi. Ils nous fournissaient une tente, une gamelle, de l'eau, de quoi manger de lyophilisé, pas très bon, et de quoi faire un feu. Et donc ça a été une expérience moi, que j'ai adorée. Je pense qu'à l'époque, ça se faisait plus souvent. Et cette année, on a eu la chance de le faire. J'ai vraiment aimé ce moment où je me suis retrouvé à côté de Carlos Sainz, qui essayait de monter sa tente, mais qui n'y arrivait pas trop, et qui a dû avoir de l'aide des autres. Tout le monde est venu l'aider. Ça reste le King Carlos, donc tout le monde va l'aider. Mais voilà, c'était un moment magique d'être autour du feu avec Carlos Sainz, Sébastien Loeb, moi, à manger dans des gamelles. Et ça, c'était vraiment... je trouve que c'était une très bonne idée de l'organisation de lancer cette nouveauté. Et je sais qu'ils vont la continuer dans les prochaines années. Donc c'était très, très, très chouette. Mais il faut savoir aussi au niveau de la cohabitation, avec les nouvelles technologies, il y a des gros progrès aussi. C'était de mon époque, ou peut-être avant, quand les voitures revenaient sur des motos ou des quads, ils n'arrivaient pas à les prévenir. Et aujourd'hui, maintenant, ils ont un système qui s'appelle Sentinel, c'est ça ? Où le gars qui dépasse pousse sur un bouton et le motard a un bip très fort. Donc il sait qu'il y a quelqu'un qui est derrière lui et ça évite énormément d'accidents parce qu'il n'est plus surpris. Après, quand on est en voiture, parce qu'en voiture c'est plus facile, on regarde d'où vient le vent, quand il y a du vent, et on passe automatiquement du côté où on n'envoie pas sa poussière sur le gars qui est en moto ou en quad, parce qu'ils sont quand même très vulnérables. Et donc la cohabitation, du coup, se passe mieux. Après, il y a parfois malheureusement des situations où le motard va tomber juste derrière une dune. Le temps qu'il redresse sa moto, c'est sûr que s'il y a une voiture qui arrive à ce moment-là, ça parfois un peu chaud, mais globalement, à part, il n'y a plus trop d'incidents de cohabitation entre les catégories. En tout cas, l'esprit Dakar n'est pas mort, la preuve avec ses nombreuses anecdotes, ses témoignages. Merci à Grégoire et à Guillaume pour cette belle soirée. On va les applaudir chaleureusement.